Il a été le directeur général du groupe Renault. Il est administrateur de Safran, vice-président de Salesforce.com. Il dirige aujourd'hui Meta Strategy Consulting. On est très heureux au fil de recevoir Monsieur Patrick Pellata. Merci beaucoup Patrick Pellata. C'est vraiment un grand plaisir de vous recevoir ici au fil 2021 Greenfield. Et vous êtes notre invité d'honneur et vous allez nous donner votre regard, votre analyse sur cette industrie automobile de demain en pleine transition. On l'a vu beaucoup ce matin, c'est à vous. Merci. Je vais donc me concentrer sur un seul point de ce qui vient d'être présenté. Je dirais heureusement, malheureusement, il y a beaucoup de raisons pour l'industrie automobile, l'industrie de mobilité en général, de se transformer. Mais là, j'en prends juste un, qui est la décarbonation de la mobilité. Et je vais me restreindre à la mobilité routière. Et donc, on laisse de côté la marine marchande et les trains et surtout l'aviation. Alors, je vais démarrer de nouvelles récentes, juste confirmées, qui sont ce que nous dit le GIEC. Le 6e rapport du GIEC, donc, il est plus précis encore pour montrer les températures extrêmes qu'on va devoir vivre. Quand je dis non, sûrement pas moi, mais mes enfants sans doute, avec des régions qui vont subir plus de 1 ou 2 semaines à 50 degrés, par exemple. Ça ne va pas être facile, forcément, ça va faire des migrations encore. Les inondations et les sécheresses, on a commencé à voir un peu ce que ça veut dire, mais c'est très bien quantifié si vous le regardez, y compris avec des cartes précises pour finalement où ça va taper et combien fort. La banquise arctique dans le scénario où on se laisse dériver disparaît en été. Le Gulf Stream ralentit. Bon, je pense que tout le monde sait ce que ça veut dire pour l'Europe. Ça veut dire que comme Bordeaux est à peu près à latitude de Montréal, ça veut dire qu'on va se payer un jour, ça c'est dans 150 ans, il y a beaucoup d'inertie dans les océans, le climat du Canada et évidemment le niveau de mer qui monte un peu plus vite, lui. Le deuxième point, c'est qu'ils ont affiné ce qu'il faut faire en termes de physique déjà. Alors en termes de physique, c'est assez simple. À chaque fois qu'on envoie du CO2 dans l'atmosphère, la température monte et c'est directement proportionnel. J'ai mis CO2 équivalent, vous le savez, il y a aussi du méthane, des oxydes d'azote qui ont un impact non négligeable. Mais l'essentiel, c'est quand même le CO2. Donc on en envoie en net 42 milliards de tonnes par an. Et pour rester à 1,5 degré, il ne faudrait pas en envoyer plus de 500. Dans 2-3 siècles, on en aura perdu un peu du stock, mais dans les 30-40 ans qui viennent, on n'aura rien perdu du tout, on a juste accumulé. 500 gigatonnes avec 42, ça veut dire que, comme vous le voyez, si on restait au même rythme, dans moins de 15 ans, on est à 1,5 degré et on n'aura pas commencé à baisser. Donc il faut commencer à baisser tout de suite. Ça, c'est l'un des scénarios du GIEC qui avait été publié déjà en 2018. L'un des scénarios qui permet de tenir les 1,5 degré avec un très léger overshoot. Donc on pourrait passer momentanément à 1,6 degré, 1,7 degré. Je rappelle qu'on est à 1,1 degré en ce moment dans les mêmes références. Et voilà pourquoi l'ONU, la semaine dernière, tire la sonnette d'alarme, parce que ce qui est en rouge, c'est les engagements des pays tels qu'ils sont revenus avant la conférence de Glasgow dans quelques semaines. Et la ligne jaune, eh bien, c'est une ligne qui nous amènerait à 2,7 degrés de hausse au moins. Les incertitudes augmentent, plus la température augmente, plus on a d'incertitudes et plus ça peut aller en fait plus loin que ça. 2,7 degrés, c'est une catastrophe, c'est-à-dire sur les critères que j'ai cités auparavant, inondation, sécheresse, très forte température, montée des eaux. Tout ça devient catastrophique. Il faut pas aller là et c'est pour ça que les scientifiques disent depuis longtemps 2 degrés, ça devrait être un maximum et il faudrait essayer d'arriver à 1,5 degré. Alors si on essaie d'arriver à 1,5 degré, ça veut dire quoi? C'est voilà les objectifs de l'Europe, donc qui avaient été, quand ceux-là, ils sont globaux, c'est pas le déploiement. Ils sont déjà votés par le Parlement et acceptés. Et ça, c'est à peu près en ligne avec les demandes du GIEC.
Je dirais que l'Europe, de ce point de vue-là, la France, qui avait dit aussi neutralité carbone en 2050, sont à peu près en ligne. Il faut maintenant aller suffisamment vite pour que l'intégrale de cette courbe en pointillé rouge que l'on voit soit cohérente avec les 500 gigatonnes à ne pas dépasser dans l'atmosphère, en tout cas pour la contribution de l'Europe. Alors ça a amené l'Europe à faire un déploiement. Ce déploiement, évidemment, il fallait commencer par l'électricité, d'abord la production d'électricité, et tout de suite après les transports, parce que les transports, c'est le vilain petit canard des émetteurs de CO2. Le total des transports routiers, mobilité routière en Europe, on est passé de 12% du total de l'Europe à 19,5%. D'où la demande de la Commission européenne de passer pour les véhicules particuliers. La décision avait été prise en 2017-2018 et puis ensuite en 2019 d'accélérer en passant à moins 37,5% en 2030 par rapport à 2021. Tout ce que je donne là, c'est en cycle NEDC parce que sinon on ne peut pas faire l'historique. Donc je laisse tomber les chiffres WLPT qui sont ceux que vous avez sur votre voiture si vous l'avez acheté dans les 2 ou 3 dernières années. Donc 59 grammes à aller viser par rapport à un peu plus de 95 aujourd'hui. Pourquoi ça bouge très vite? Eh bien parce que les pénalités sont extrêmement fortes. Si les constructeurs n'y vont pas, les pénalités sont très fortes. Et donc les pays qui ont des constructeurs ont fait des efforts importants sur les primes aux véhicules électriques. C'est le cas, ça a été le cas très tôt de la France et c'est le cas depuis que Volkswagen est prêt pour l'Allemagne. Alors, avec le déploiement du Fit for 55, là, les moins 55% dont je viens de parler, la Commission européenne a proposé moins 55% par rapport à 2021 pour les véhicules particuliers, moins 50% pour les véhicules utilitaires légers, et ils n'ont pas touché les camions qui sont à moins 30% sur la même période. Et ça, juste pour donner un point de comparaison, ça veut dire en gros 60% de véhicules électriques en 2035, et on le verra, ce sera probablement un peu plus que ça. Si je donne un point de comparaison avec les hybrides, toujours avec des données NEDC, la Toyota Yaris qui est la meilleure hybride européenne aujourd'hui est en NEDC, je crois, à 92, mais en NEDC, elle est à 70 grammes. Ça veut dire qu'on pourrait mettre toute la flotte en hybride, ça ne marchera pas. Surtout que là, on est sur une petite voiture et qu'il y a aussi des grosses voitures à décarboner. D'où cette accélération décidée par l'Europe, cohérente à peu près avec ce que le GIEC a conclu depuis 5 ou 6 ans, et plus particulièrement avec son dernier rapport. Alors en parallèle, ça vient d'être dit, donc j'insiste pas, mais de nombreux pays, l'Angleterre en 2035, la France en 2040, la Commission européenne dit 2035 aussi pour arrêter les véhicules thermiques, et même New York, là, après la Californie, vient de dire la même chose en 2035. Donc ça s'accélère. Alors c'est quoi les différentes solutions pour aller vers le zéro CO2? Je vais les commenter rapidement et je vais ensuite passer l'essentiel de ma présentation sur les véhicules électriques hydrogène et les e-fuels, dont on commence à parler, surtout en Allemagne en ce moment. Alors, biodiesel, le problème c'est que la ressource, il faudrait, pour faire seulement la moitié des camions et la moitié des véhicules utilitaires légers, il faudrait 9 millions de tonnes équivalent pétrole. Aujourd'hui, je crois que on en est à 2,5 en France et on importe. Le problème surtout, c'est que en impact CO2, si j'élimine comme source les huiles de cuisine dont on parle beaucoup, mais qui ne sont pas un potentiel très important pour décarboner des camions, c'est pas très bon en impact CO2, en empreinte CO2 à la fin. Le biogaz, c'est bien meilleur, 3-4 fois meilleur que le biodiesel. Et là, la ressource aujourd'hui, elle est petite, plus petite encore, mais surtout, elle est consommée dans des réseaux. Elle est consommée d'abord en local par des fermes. Elle est consommée quand on en rajoute au gaz naturel.
elle est consommée dans des centrales à gaz et presque pas dans les transports. Et il y a une raison à ça, c'est que des fuites de biogaz, le biogaz c'est du biométhane, le pouvoir de réchauffement de la planète du biométhane à un horizon de 25 ans, 2050, c'est 80 fois le CO2. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à partir de 3%, 3,5% de fuite sur l'ensemble de la chaîne de production du biométhane, eh ben, il valait mieux brûler du gaz naturel sans fuite ou de l'essence. Et donc, il faut contrôler les fuites. Et donc, plus la chaîne de distribution est courte, plus on a de chances de maîtriser les fuites. C'est un gros débat en Allemagne avec les organisations écologistes qui commencent à se battre contre le biogaz à cause des fuites. Les hybrides rechargeables, c'est une solution intermédiaire. Je pense que c'est une bonne solution, mais il faudrait que les gens se rechargent. Les enquêtes qui ont été faites, c'est qu'en fait, 20% des gens rechargent les véhicules hybrides rechargeables. Et donc, si ça reste comme ça, s'il n'y a pas de solution pour forcer la recharge, cette solution-là est une mauvaise solution. On a alourdi les voitures. Si on recharge, si on n'utilise pas les batteries, ça ne sert à rien, d'où l'énervement, je dirais, de la Commission européenne sur le sujet et une petite bataille en ce moment. Je ne sais pas si vous suivez un peu la presse allemande sur le sujet, mais ça chauffe fort entre le gouvernement et les constructeurs allemands sur ce sujet-là, sur le sujet précis des aides à l'achat. Véhicules électriques, donc je vais en parler, ainsi que des deux autres. Alors, véhicule électrique, c'est clairement le grand gagnant de la transformation pour l'instant. Vous avez une croissance, comme vous le voyez, exponentielle. Si je prends les derniers chiffres sur le premier semestre 2021, l'Europe qui était devant la Chine l'année dernière est légèrement derrière la Chine, mais ce qui est important, c'est que ces deux régions sont loin devant. La troisième qui est les USA et la quatrième le Japon qui est un nain. Sur le véhicule électrique, le Japon est un nain et je pense que Toyota y est pour quelque chose. L'écosystème à transformer pour accompagner cette transition est important, c'est important. On parle de filière automobile, mais en fait, l'écosystème de l'automobile, c'était en gros ce qu'on connaît de l'industrie automobile et le pétrole et la distribution et la réparation. Cet écosystème, il s'élargit brutalement avec évidemment la nouvelle industrie des moteurs électriques et l'électronique de puissance. J'ai pointé ça parce que la France enfin l'Europe est très bien placée avec les deux leaders mondiaux, Infineon et ST Microelectronics, et donc il faut qu'on en profite pour une fois. L'infrastructure de recharge, je reviendrai dessus, l'infrastructure de recharge aujourd'hui pour les camions, elle n'est pas là. Pour recharger des camions qui ont des batteries à 500, 600 kWh qu'on peut recharger en une demi-heure, il faut 1 MWh, quoi. Et on n'a pas ça aujourd'hui, on a 200, 250. Celui qui installe les plus gros rechargeurs, c'est Tesla. Une fois de plus, avec quelques pas d'avance sur tout le monde. Et donc, il faut que les camions s'électrifient. C'est dans la stratégie nationale bas carbone, c'est dans la stratégie allemande, etc. Pour ceux qui sont à transport intra-régional et urbain. Mais il faut une infrastructure de recharge qui n'a même pas démarré sur ce plan-là. L'industrie des batteries, évidemment, elle a fait remonter, ça a été dit, jusqu'aux mines de nickel et les autres, on pourra en reparler. Les biocarburants et l'hydrogène, c'est pareil, il faut regarder l'écosystème. Et ensuite, il faut regarder derrière tout ça l'équilibre entre la ressource première, l'hydrogène, c'est bien, à condition qu'on ait beaucoup d'électricité pour le produire par électrolyse, et on va plutôt vers une rareté de l'électricité propre. Et ça, il ne faut pas l'oublier. Enfin, les nouvelles formes de mobilité, ça a été dit, je passe rapidement. Les batteries évoluent vite, je pense que tout le monde sait ça, donc je ne vais pas développer. Mais entre ce qu'on a aujourd'hui et ce qu'on aura en 2030 ou 2031, 32 avec le solid state et les anodes lithium-métal, là, on a quand même une très forte progression, 60-70% de gains sur la densité. Et on devrait aussi progresser sur le coût. En attendant, il y a des évolutions des nickel, manganèse, cobalt là, qui sont aussi proches de ce qu'on espère en solid state et avec des coûts qui, alors là, on est sûr, vont baisser. Donc ça va
aider à cette accélération. Ensuite, 4 points que je ne développerai que sur les trois derniers. Le premier, c'est qu'il n'y a pas de terres rares. On entend sans arrêt il y a des terres rares dans les batteries. Il n'y a pas de terres rares dans les batteries. Il y a du cobalt, il y a du nickel, qui sont des métaux qui pourraient être un peu en pénurie, mais ça dans 10 ans, et ça va dépendre du recyclage, évidemment. Et les 3 autres, donc je vais maintenant les aborder. Le premier point, c'est l'empreinte CO2 de la batterie. Alors, une batterie aujourd'hui fabriquée en Chine, ça fait à peu près 100 kg d'empreinte CO2 par kilowattheure. Donc une batterie de 50 kWh, un peu plus de Zoé par exemple, ça ferait 5 tonnes. Maintenant, si on prend de l'électricité française ou suédoise ou norvégienne, ça fait beaucoup moins. Et là, donc, en ramenant ça à 150 000 km, ça ferait 20 grammes. Un peu plus de 3 tonnes. La production d'électricité française, ça fait 10 grammes. Si je compare avec une Yaris hybride, et il ne faut pas oublier, au-delà de WLTP, il ne faut pas oublier les 20 grammes de production, d'empreinte CO2 de la production de l'essence, on a un rapport de quasiment 1 à 4. Si c'était de l'électricité chinoise, donc on serait en gros à un petit peu moins de 40 grammes, ça ferait 50 grammes, c'est quand même mieux, par rapport à ce qui a été dit tout à l'heure, je veux bien le redire, c'est quand même mieux que les 113 grammes du meilleur véhicule hybride européen d'aujourd'hui. Si on prend de l'électricité européenne, tout de suite, on aurait en gros 50 à 60 grammes, donc un total proche de 70 grammes au total. Mais si on prend de l'électricité européenne telle qu'elle est déployée dans le Fit 55, l'empreinte CO2 de l'électricité européenne va dégringoler pour être à peu près 2 fois ce qu'elle est aujourd'hui en France. Et donc, si je reviens en arrière, au lieu d'avoir 20 grammes, on aurait 40, ce qui donnerait 50 grammes d'empreinte CO2 avec l'électricité, toutes choses étant égales par ailleurs. Le recyclage. Donc le recyclage, c'est quelque chose qui aujourd'hui fonctionne en pyrométallurgie, et ça, c'est pas très bon pour la planète. Et donc, on commence à basculer sur l'hydrométallurgie, avec beaucoup de recherches en France, avec Veolia, en Europe aussi avec Umicore, les deux qui opèrent aujourd'hui, mais surtout en R&D avec Eramet, le groupe minier français, avec Orano, le groupe nucléaire français. Pourquoi Orano? Parce que l'hydrométallurgie, c'est aussi comme ça qu'on prépare l'uranium et qu'on recycle l'uranium qui a été brûlé, transformé dans les centrales nucléaires. J'ai cité aussi le plus grand labo qui travaille sur le sujet, là, le Argonne National Laboratory aux US. Il y a beaucoup de travail sur ce sujet. Aujourd'hui, ce qu'on sait, c'est que le coût du recyclage est inférieur à la valeur des métaux. Ça, c'est une très bonne nouvelle parce que ça veut dire que le recyclage, le processus de recyclage est vertueux et donc se fera avec des entreprises qui se précipitent dessus, la preuve. Et donc, ça se passera, ce qui veut dire qu'il y aura à un moment un flux de nickel, de cobalt et de lithium, mais aussi même de graphite qui sera disponible par le recyclage et qui viendra réduire la demande de nickel, qui est en fait le métal critique pour 2030-2035. Où est la valeur ajoutée dans la batterie? Je le redis aussi parce qu'on entend beaucoup de choses exagérées sur le sujet. C'est en gros un quart pour des batteries qui restent raisonnables. Et là-dedans, il y en a 33% qui sont vraiment la fabrication des batteries. Quand on parle des usines de batteries, c'est ça. En général, le pack, le BMS sont faits par le constructeur automobile. Dans l'usine automobile, le BMS, c'est de l'électronique, c'est fait par un fournisseur. Et ensuite, vous avez de la chimie fine avec les précurseurs, l'électrolyte et le séparateur, dans lequel vous avez des joueurs européens comme Umicore, BASF, Solvay, Arkema. Et puis les groupes miniers, Eramet, Glencore et beaucoup d'autres sur le nickel et le lithium. Le cobalt ne sera pas en pénurie, et de loin, d'abord parce qu'il y a du cobalt dans les mines de nickel, et ensuite parce que la proportion de cobalt, on a démarré à
en gros presque 3, 3, 3, enfin un tiers dans les... Et on est en train de passer maintenant à 80%, 10%, 10%, hein, c'est à chaque fois nickel, manganèse, cobalt, et même 85, 10, 5 pour le cobalt, 5% de cobalt par rapport à 85 de nickel. Le problème, c'est donc le nickel à terme, parce qu'il faut 10 ans pour mettre une mine de nickel, alors qu'il en faut juste 2 ou 3 pour une mine de lithium. La recharge, je vais pas c'est une très belle enquête qui a été faite par la FIREV là, et qui montre que c'est toujours un gros problème dès qu'on sort du commuting, quoi, en gros. Hein. Et ça, il faut vraiment que ce soit traité. Parce que le handicap numéro 1 aujourd'hui de la vente de véhicules électriques, c'est la peur de la recharge dès qu'on se déplace. C'est pas fiable, il y en a qui sont en panne, on les voit pas bien sur la carte, le roaming ne marche pas très bien, donc de temps en temps on paye une fortune, de temps en temps on peut même pas accéder à la recharge. Ça, de temps en temps, ça met même la voiture en panne, ce qui est quand même un comble. Vous voyez, 65% ont dû appeler l'assistance téléphonique au cours des derniers mois quand ils se déplaçaient, quoi, en dehors du commuting. Donc ça va pas. Et comme j'ai dit tout à l'heure, pour les camions, on n'est pas du tout là. Or, tous les plans européens prévoient en gros que les camions et VUL de périurbains et intra-régionaux vont passer en électrique, quoi. Et sinon, les camions feront jamais moins 30% en 2030. Avec le diesel maintenant, et l'hybridation pour un camion, ça marche un peu pour l'urbain, mais sur une autoroute, ça ne sert à rien, ça rapporte zéro. Donc il faut autre chose. L'hydrogène. Alors l'hydrogène, déjà pour remettre un peu les choses en place, un véhicule hydrogène, ce n'est pas un véhicule hydrogène, c'est un véhicule électrique à hydrogène. Et en fait, le système réservoir, je dis bien système parce que ce n'est pas seulement un réservoir, c'est l'hydrogène. Ça veut dire que le système, ça comprend l'électrolyse, pardon, le stockage, la compression qu'il faut pour ça, le transport, la recompression, le passage dans la voiture avec une nouvelle compression, le passage dans la pile à combustible, et enfin on arrive à l'électricité dans le moteur. Et ça fait un rendement, je vais aller tout de suite sur le rendement, ça fait un rendement de l'ordre de 30%. Sans les fuites, parce que l'hydrogène ça fuit. Une voiture à hydrogène qui resterait 15 jours sur un parking, elle va perdre énormément d'hydrogène. Et même dans une journée, elle va perdre de l'hydrogène. Ça passe partout, l'hydrogène, c'est tellement petit, la molécule est tellement petite. Je vais revenir un peu en arrière sur les différentes manières de production. Donc, le vaporéformage, c'est comme ça qu'on fait l'hydrogène aujourd'hui, et ça fait... Quand c'est ramené dans une voiture, avec ce que je viens de dire, ça fait un peu plus que de l'essence en émissions CO2. Donc, ce n'est pas brillant. Donc, il faut autre chose. Alors, soit on fait la séquestration du carbone, mais ça avance tout doucement. Franchement, on ne voit pas des gros volumes avant 2030, voire 2035. Et c'est beaucoup d'investissement. Et il faut trouver des endroits où séquestrer le carbone et le faire accepter par la population qui vit au-dessus des stockages qui sont des stockages semi-profonds ou profonds. Ensuite, l'électrolyse. Alors, l'électrolyse, aujourd'hui, elle a un rendement à peu près de 55% et on espère arriver à 37-38%. Ça, c'est uniquement pour l'électrolyse. La production, enfin, depuis la biomasse, ça, je pense que ça peut marcher. On fait une thermolyse de biomasse, on la chauffe à très haute température, ensuite les gaz s'en échappent, on fait un vapocraquage et le carbone se précipite sous forme de biochar qu'on peut mettre dans les champs ou qu'on peut remettre dans des mines. On ramène en gros les fossiles là où ils étaient et par ailleurs on récupère le H2 et éventuellement l'oxygène aussi. Donc ça, c'est probablement pas des masses, des quantités énormes, et c'est en cours d'industrialisation. Je pense qu'on ne sait pas encore vraiment combien on pourra en produire. C'est un peu le point d'interrogation. Donc, si je me concentre sur l'électrolyse, 1 kg d'hydrogène, ça fait un petit peu plus de 100 km dans une voiture, avec un moteur électrique et une pile à combustible. Mais dans la physique pure, là, ça c'est des choses qu'on apprend en terminale. Casser le lien
H2O en H2 plus 1,5 de O2, ça nécessite pour faire 1 kg d'hydrogène 33,5 kWh. C'est-à-dire à peu près 2 fois. Ça, c'est uniquement la physique, là. Il y a 100% de rendement sur tout. Il n'y a aucune fuite, rien. C'est que de la physique. Ça veut dire 2 fois ce que fait en gros un véhicule électrique aujourd'hui pour 100 km. 16, 17, 18 kWh au 100 km. Donc on est loin déjà rien qu'avec la physique. Alors ensuite, il faut appliquer des rendements. Donc je le disais, 55 kWh par kilo aujourd'hui avec... c'est ce qu'on fait de mieux, ce que dit l'Académie des technologies. Et puis on travaille avec Genvia, là, qui est un offshoot du CEA, pour 37 kWh par kilo, mais ça avec la première unité, avec un peu de volume pour 2030. Et donc, espérez pas des volumes industriels avant 2035, je dirais, pour ça. Il reste à résoudre ensuite le problème du coût et de la chaîne de transport dont je parlais tout à l'heure. Alors, au total, qu'est-ce que ça donne ? Si je compare avec un passage par l'électricité, je ne vais pas tout détailler, en ne comptant pas les fuites, avec les électrolyseurs les plus performants d'aujourd'hui, on est à peu près dans un rapport de 1 à 3 par rapport à l'énergie nécessaire pour propulser une voiture, sur la même voiture, sur 100 km. Et puis, en espérant que tout se passe bien avec l'électrolyse à très haute température, et je n'ai pas encore les chiffres sur comment on monte en très haute température, l'énergie dépensée pour ça, on serait à un rapport de 2,2, 2,3, 2,4 selon l'énergie nécessaire pour le chauffage. Donc le problème de l'hydrogène, c'est essentiellement un problème de combien d'électricité propre on aura à disposition. Et c'est là qu'il faut aller regarder l'écosystème plus large. Quand on regarde l'écosystème plus large, j'ai fait le calcul sur l'ensemble des mobilités. C'est-à-dire si on veut décarboner uniquement avec l'électricité l'ensemble des mobilités en France, c'est-à-dire les voitures, mobilité routière, les voitures, les VUL, les camions, y compris ceux qui traversent la France, il faudrait à peu près 170 TWh d'électricité en comptant les rendements de distribution, etc. Aujourd'hui, on produit 540 et on consomme 470 TWh en France. Donc, ce n'est pas négligeable. Là, on est placé en 2050. Maintenant, si vous prenez un tiers de ça en hydrogène par électrolyse, si je prends le rapport de 2 ou le rapport de 3, vous allez rajouter 180 ou 360, le tiers, je prends, de TWh. C'est énorme. C'est énorme. Et c'est pour ça que j'arrête pas de dire qu'on se trompe en voulant mettre l'hydrogène dans des voitures, là où on a déjà une solution avec les batteries. Et c'est la même chose avec les camions. Avec les camions, je viens de finir un travail sur le sujet. On a 2 bonnes solutions. On a le biométhane, mais il va falloir contrôler les fuites, et ça, c'est un sacré sujet technologique. Et c'est de la petite technique répandue partout, c'est pas simple. Ou alors des très grosses batteries, et ça va coûter en empreinte CO2, parce que c'est des batteries de 2-3 tonnes qu'on met par camion, c'est pas petit, ou bien c'est l'autoroute électrique avec une solution Alstom ou Siemens, etc., sur lesquelles les Allemands, les Suédois, les Italiens et maintenant les Français travaillent. Alors, enfin, avant de passer aux questions, juste un dernier point, parce que les constructeurs allemands ont fait beaucoup de foin autour du e-fuel. Alors le e-fuel, c'est quoi? C'est un fuel fait à partir d'électricité, mais si on ne prélève pas le CO2 dans l'atmosphère, on n'a pas réduit les émissions CO2. Donc il faut prélever le CO2 dans l'atmosphère. C'est 0,04% de CO2 dans l'atmosphère, donc il faut des ventilateurs, il faut de l'énergie, etc. Alors si je résume ce que ça donne, ça donne ça. Et le rendement qu'on obtient à la fin, je ne vais pas le détailler, il vient d'être calculé par le Potsdam Institute, et vous avez sûrement entendu le patron de Volkswagen crier « Arrêtez tout sur les e-fuels » parce que c'est une grosse bêtise pour l'automobile. Et Transport et Environnement a fait un calcul un peu similaire à 13%. Il y a un cas qui mériterait peut-être d'être regardé, mais je pense qu'il y a de la concurrence sur la biomasse, c'est de passer par la biomasse,
parce que là, le CO2 vient de l'atmosphère. Il faut quand même le pomper. C'est plus facile de pomper dans une cheminée que dans l'atmosphère. Nécessite un peu moins d'énergie. Mais en gros, pour résumer, l'hydrogène, c'est déjà pas facile pour les mobilités, mais les e-fuels, c'est franchement une bêtise. Ça permettrait de sauver les moteurs, mais le temps qu'on y arrive, on aura de toute façon tué les moteurs thermiques avant. Alors en conclusion, juste ces 5 points importants. La décarbonation, il faut la commencer vite. Et c'est l'intégrale qui compte. Ce n'est pas seulement d'être à 0 en 2050, c'est l'intégrale qui compte. Et donc, il faut descendre vite, tout de suite. Pas avec des technologies qui arrivent en 2035 ou en 2040. Deuxièmement, l'effet parc dans l'automobile impose que 100% des véhicules soient décarbonés au plus tard en 2040, voire en 2035. D'où les décisions des pays, des villes, etc. C'est cohérent avec ça. Et enfin, troisième point, il faut une approche systémique sur l'ensemble des systèmes de production et distribution des énergies, des vecteurs d'énergie qu'on veut considérer. En regardant bien si la ressource primaire, il faut la mettre là, ou bien sur le chauffage, ou bien sur les centrales électriques pour passer les pointes, ou bien sur l'aviation, ou bien sur le maritime, qui, elles, n'ont pas de solution avec l'électrique. D'où la direction qui a été prise sur le véhicule électrique par tous les pays maintenant. Et je dirais petit à petit, même si quelquefois c'est pas montré, par les constructeurs automobiles aussi. Et pour le transport longue distance, comme je le disais, la question est encore ouverte, mais elle est ouverte en fait entre 3 solutions qui sont pour l'instant, qui doivent être discutées au niveau européen et décidées dans les 2 années qui viennent. Donc il faut faire vite si on veut qu'en 2030, on ait l'impact sur la flotte de camions et qu'on fasse bien les moins 30% qui sont demandés par l'Europe. Sinon, il y aura des pénalités et des constructeurs de camions qui tomberont. Voilà, je suis à votre disposition pour les questions. Merci beaucoup, Patrick Pellat. On peut vous applaudir déjà.